Bienvenue dans l'œil de la cyber, le podcast qui donne la parole aux acteurs du numérique. Je suis Anne-Laure de la Rivière, directrice communication de Gatewatcher, et je reçois Benoît Moreau, responsable cybersécurité du groupe Nexter, qui fait partie du groupe KNDS, aux côtés de Jacques de la Rivière, CEO de Gatewatcher. Comment faire aujourd'hui pour avoir un cycle court de détection et de réaction face à la menace cyber ? C'est l'objet de la discussion que nous allons avoir dans cet épisode. Retrouvez tous nos podcasts sur www.gatewatcher.com. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber pour ne pas rater la sortie du prochain épisode. Bonne écoute! Benoît, Jacques, bonjour. Bonjour Anne-Laure, bonjour Jacques. Bonjour à tous. Alors Benoît, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Vous avez démarré votre carrière à l'Annecy avant de rejoindre le ministère de l'Éducation nationale en tant que FSSI. Vous avez ensuite rejoint le groupe Nexter en 2019. Alors je rappelle que Nexter est un groupe industriel de l'armement français, le leader européen de la défense terrestre. Alors à l'origine, du coup, votre domaine de prédilection, c'est la cyber et pas le militaire. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce secteur ? Alors c'est surtout la vie faite de beaucoup d'opportunités et puis la décision de les saisir. J'ai pas vu ça comme partir dans le militaire, j'ai vu ça comme aller faire de la cyber mais dans un contexte particulier. Et ce contexte, c'est à la fois Annecy, ministère. Avant, j'avais fait un peu de civil, mais pas beaucoup. C'était revenir dans le secteur privé avec tous ces challenges. On connaît la menace ransomware, l'importance de la cyber au sens large, mais avec des enjeux de sensibilité très particuliers à son contexte industriel de la défense. Et puis, il y a un petit volet aussi un peu fibre patriotique. On bosse quelque part pour la France. Et puis, la cyber, c'est très très abstrait. Et moi, j'aime bien un métier où finalement on voit sur quoi on travaille. Et donc, aujourd'hui, Nexter, ça fait des choses très très concrètes. Oui, c'est vrai. Voilà. Et alors, quel est votre périmètre de responsabilité au sein de Nexter ? C'est quoi aujourd'hui être RSSI du groupe Nexter ? Alors, Nexter, sa feuille de route, c'est produire, livrer et maintenir des produits de confiance. Alors, ça veut un peu tout dire, parce que produire, livrer, maintenir, produits de confiance, on sent que déjà sur toute la chaîne, il va y avoir un peu des notions de cyber. Mon périmètre, il est un peu global, c'est un peu coordonné, tout ce qui va faire de la cyber chez Nexter. On a 4 écosystèmes, en gros, il y a tout ce qui est l'IT, classique, la bureautique, il y a toute la partie un peu R&D, qui sont des environnements un peu spécifiques, on a tout l'outil de production qui sert à faire les véhicules, et puis évidemment, on a toute la cyber embarquée dans les véhicules. D'accord. Et concrètement, est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur ce que produit Nexter comme type de véhicule, d'armes ? Alors, Nexter, effectivement, c'est à la fois des véhicules, de l'artillerie et des munitions de moyen et gros calibre. Alors, les véhicules, aujourd'hui, ceux qui sont un peu emblématiques, c'est le César, dont on entend parler dans l'actualité. Il y a le Jaguar qu'on est en train de livrer aux forces armées. Et puis, plus historiquement, c'est le Charles Leclerc. Ouais. Voilà. Celui-là, tout le monde en a entendu parler, normalement. C'est sûr. Très bien. Je vous remercie. Alors, je voudrais aller maintenant vers l'intégration de la cybersécurité dans les systèmes d'armes. C'est assez nouveau, si j'ai bien compris. Votre challenge, c'est d'arriver à rapprocher 2 univers très différents, l'univers du physique et l'univers du virtuel, pour prendre en compte la menace cyber, c'est bien ça ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la cyber dans les systèmes d'armes ? Alors tout à fait. La cyber, il va y avoir à la fois la démarche. La démarche cyber, ça va être une démarche de bout en bout, depuis la conception, les risques d'espionnage, les risques de piégeage, jusqu'à comment on le maintient dans le temps. Voilà. Donc il va y avoir forcément une démarche de bout en bout. Le problème, c'est que cette démarche n'est pas forcément très clair pour les non-sachants, et quand on essaie de l'expliquer à des terriens, il faut essayer d'employer leur vocabulaire, et donc on essaye de faire un rapprochement entre un métier qu'ils connaissent très bien, la défense sur le terrain, l'OPEX, leur jargon, et notre jargon de cyber, pour faire un peu plus une compréhension du vocabulaire que finalement vraiment réexpliquer ce que c'est que la cyber.
Et à quel point cet enjeu, donc l'intégration de la cybersécurité au système d'armes, est compris par les acteurs de ce milieu? Alors ça rejoint tout à fait le point juste avant, c'est je pense qu'on a un rôle sur l'expliciter cet enjeu. Parce que qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que on a des différences de maturité ou de compréhension de l'enjeu, ou alors d'alignement avec les nôtres, peut-être que c'est nous qui nous trompons, mais sur le sujet, on a certains terriens qui nous disent « T'es gentil avec ta cyber, mais moi, mon vrai risque, c'est un missile. » La cyber, on n'a jamais vu un véhicule s'arrêter aujourd'hui parce qu'il a eu une attaque cyber. Après, étonnamment, on a quelques autres personnes qui disent très, on va dire, un peu anxieux autour du sujet, où ils disent c'est hyper critique, hyper grave, et il faut embarquer plein de solutions, en gros, l'armée demain va s'arrêter parce qu'on n'a pas mis de cyber. Oui. Bon, c'est quelque part entre les deux. Plus concrètement, si on devait avoir une analyse un peu plus globale de cette compréhension des enjeux, on a signé entre industriels et avec la ministre des Armées à l'époque une convention cyber pour justement se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire, comment, en combien de temps, et avoir une approche un peu partagée. Donc on va dire qu'il y a une certaine quand même compréhension, maturité du sujet. Alors quand vous parlez de cette convention dans laquelle vous dites vous avez défini ce qu'il faut faire, vous parliez également lors d'une conférence à Eurosatory en 2022 qu'il y a cette notion de performance des systèmes d'armes et cette notion d'effet terminal recherché. Est-ce que du coup c'est ça qui permet de définir ce qu'il faut faire et comment est-ce que l'effet terminal recherché est appliqué dans le secteur de la cyber au secteur militaire? Alors effectivement, c'est deux choses. Quand on parle d'effet terminal, finalement, c'est du vocabulaire, c'est pour essayer de faire comprendre de quoi on parle. Et le fait aussi de faire comprendre nos sujets et d'essayer de comprendre leur vocable, ça nous permet de transcrire les exigences dans un vocabulaire que comprend le client qui nous intéresse, donc plutôt les terriens. Et c'était très intéressant. Et alors l'effet terminal, c'est un exemple, ce serait on veut qu'un véhicule puisse s'approcher à 4 km du front. Voilà, ça c'est un peu l'effet terminal recherché. Pour réaliser cet effet terminal, il va falloir un certain nombre de critères du véhicule. C'est ce qu'on appelle plutôt ses performances. Et typiquement, il va falloir qu'il ne soit pas trop détecté. Donc il va y avoir une performance en furtivité. Et les performances furtivité, ça va se reposer sur des fonctions du type camouflage. Il ne faut pas être trop visible. Camouflage thermique, il ne faut pas d'empreinte thermique. Sonore, il ne faut pas faire trop de bruit. Et donc ces grandes fonctions, après, se déclinent en capacité. Et typiquement, la capacité, c'est je ne veux pas faire trop de bruit, il faut que mon système en intérieur puisse fonctionner sur batterie pendant un certain temps avant qu'on soit obligé de redémarrer le moteur. Et on a essayé de redécliner ces trois, donc performance, fonction, capacité, dans le monde de la cyber, pour essayer de prioriser des grandes bulles, identifier ensuite les capacités recherchées, et après c'est là où on va rentrer un peu dans le dur. En gros, on se met d'accord aujourd'hui au sein de la convention sur les grandes fonctions, et après on va dire ok, mais pour répondre à ces grandes fonctions, qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Et c'est là aujourd'hui où on est d'accord sur les grandes fonctions, on a les intitulés de capacité et on essaie de travailler sur concrètement qu'est-ce qu'on fait derrière. Cependant, tout ce qu'on est en train d'imaginer dans un univers cyber, on le fait un peu dans notre coin, ce qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est qu'à la fin, ça va arriver en OPEX. Et on est en train de réfléchir à des façons de travailler sur est-ce que c'est vraiment ce dont on a besoin? Est-ce que ça va réellement fonctionner sur le terrain? Typiquement, on parlait de celui qui a un peu peur et qui veut mettre de l'authentification à 12 chiffres sur tous les véhicules, ça ne marche pas. Donc on a vraiment besoin d'un cycle court pour réussir à développer des solutions adaptées. Et un des critères dans ces performances majeures au niveau de l'armée de terre, c'est, alors vous êtes gentil avec tous vos trucs qui clignotent, mais surtout, il ne faut pas que ça perturbe l'équipage à bord des véhicules. Ils sont très spécialisés, très concentrés dans leur mission en cours, il faut au minimum venir les perturber dessus. Voilà. D'accord. Donc votre travail consiste entre autres à parvenir à intégrer la cyber dans les objectifs de performance militaire. Comment est-ce qu'on prend en compte le risque cyber dans cette intégration? Alors on a vu qu'il y avait un certain niveau de maturité, effectivement on parle de cyber, il y a la convention, mais concrètement c'est quoi le risque aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on constate? Alors il y a
l'augmentation. Alors, c'est quoi la menace ? La menace, ça va être à la fois les fragilités qu'on peut avoir dans les systèmes numériques, quelles conséquences si jamais une de ces fragilités est utilisée, quel impact, et les moyens, donc c'est qui a envie et les moyens de l'exploiter. Sur les vulnérabilités, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? C'est qu'il y en a de plus en plus dans les systèmes numériques existants, et on intègre de plus en plus de numérique dans nos systèmes. Pourquoi ? Parce que, à mon avis, tout le monde le sait maintenant, mais il y a de plus en plus de rentabilisation de la recherche de vulnérabilité. Chercher des vulnes, ça rapporte de l'argent. Donc tout le monde cherche, tout le monde a cherché sur Windows Linux au début, et maintenant on élargit le périmètre. Ça, c'est la volonté de se faire de l'argent. Il y a une certaine aussi complexité des systèmes d'information. On a passé 20 ans à accumuler des briques, sans se poser la question de la petite brique qui est au fond, et aujourd'hui, comme les gens cherchent parce qu'ils sont payés pour, ils trouvent que la petite brique au fond a un impact général. C'était l'exemple, c'est Log4j, où la petite brique au fond a un impact majeur sur l'ensemble du système, alors que c'est une brique qui était développée par un mec tout seul dans son coin. Donc on a une forte complexité. Donc, les vulnérabilités, c'est pas que les produits sont de plus en plus vulnérables, c'est qu'on en trouve de plus en plus. Ok. Ensuite, sur les moyens, on a dit les moyens, donc c'est la volonté des attaquants. Est-ce qu'ils ont à la fois l'envie et les capacités ? Les capacités, c'est RH et technique. On le voit dans le milieu civil, c'est le ransomware. Ils ont des capacités un peu standardisées, ils ont des moyens, on va dire, du RH un peu niveau standard. Voilà. Ce qui est dans le monde de la défense, on ne parle plus de la même chose. Là, les moyens et les capacités, c'est des États, c'est les bureaux nord-coréens de 6000 personnes, c'est voilà, donc un gros potentiel. Et la volonté de le faire, on est des industriels de la défense et des notions d'avantage stratégique derrière. Et le dernier point, c'est plutôt l'impact. Aujourd'hui, on voit que un problème cyber pourrait avoir un impact plus ou moins majeur sur le fonctionnement de nos systèmes d'armes. Et la volonté de casser un système d'armes représente une motivation pour le faire. Voilà. Ouais. Et donc, comment est pris en compte le risque dans cette intégration ? C'est une très bonne question. Le risque est réel. On voit ils ont les moyens, les fragilités, forcément ça va arriver. Mais c'est juste à quel niveau ? Aujourd'hui, on en est là, on est en train de se dire, on fait de la transposition de ce qu'on connaît de l'IT, on a eu des petits exemples, mais concrètement, il est où le risque aujourd'hui ? Et quelle forme prend ce risque, du coup, aujourd'hui et quel impact, concrètement, cela engendre sur la cybersécurité du système d'armes en question ? Alors, le risque, il prend... les chemins d'attaque menant au risque, finalement, c'est à la fois, on a dit, c'est du bout en bout. Donc, ça va être sur tout l'écosystème en amont, et ça va être sur le numérique embarqué. Ça va être des menaces en disponibilité, il faut que le véhicule fonctionne. Ça va être des menaces en intégrité. Il ne faut pas qu'un véhicule tire 3 degrés à gauche, sinon c'est plus la même cible. On voit bien que tout le monde parle au sein des véhicules, entre les véhicules, au sein d'une armée, donc il y a un autre sujet de confidentialité. Et il y a un dernier sujet, donc dans le DICT, le T de traçabilité, qu'on renomme un peu en imputabilité, c'est les armées se coordonnent entre elles, sont capables d'identifier les amis. Il ne faudrait pas que cette information soit faussée, donc notion d'intégrité, et donc d'imputabilité derrière. Oui, la personne qui se déclare comme étant mon ami est réellement mon ami. En gros, si sur une carte on a les rouges et les bleus, il ne faut pas s'amuser à mélanger les couleurs. Ouais. Voilà. Et après, quel impact, quelle volonté de le faire ça entraîne quoi ? Aujourd'hui, on est en train de travailler sur la bulle Scorpion. La bulle Scorpion, c'est la collaboration numérique. Oui. Par exemple, un Jaguar se fait pointer par un laser. Le Jaguar, donc c'est le véhicule, le détecte automatiquement. Automatiquement, il va lancer des fumigènes. Il va demander au pilote de prendre une posture de sécurité, donc de se cacher, de faire une marche arrière, de se planquer derrière un mur, en gros. L'information va être partagée avec d'autres véhicules qui eux-mêmes vont se mettre en posture de défense. Donc on voit que le conflit très vite va être semi-automatisé et résolu en un temps très court. Ça veut dire un très gros avantage stratégique.
perdre le numérique à ce moment-là, c'est perdre ce gros avantage stratégique, c'est revenir à une armée où chacun est un peu autonome dans son coin. Donc l'impact est majeur. Évidemment, puisque l'impact est majeur, des attaquants auraient la forte volonté de le produire. Oui, donc il y a un peu une notion de temps dans ce que vous dites là, une notion de boucle temporelle où il y a à la fois un contexte défini très précis au niveau militaire et puis en cybersécurité une évolution du risque qui est très rapide. Tout à fait, ça rejoint le sujet de la vulnérabilité finalement. Ouais. On a dit la vulnérabilité, il y en a de plus en plus, ça sort très vite. On sait qu'en IT, en gros, on se donne plus ou moins 72 heures max pour essayer de corriger les vulnes de criticité moyenne. Enfin, c'est 72 heures. Dans le monde de la défense, la durée de vie des véhicules, les mises à jour, on ne parle pas en heures, on ne parle pas un jour, on ne parle même pas en semaine. Ouais. Donc on a un cycle vraiment très 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 différent. Ouais. Et effectivement, sur ce sujet, on a des choses à faire. À la fois sur la façon de le faire. Un véhicule, c'est un peu un système un peu autonome, c'est pas un PC, c'est pas un IT, on n'a pas de capacité de mise à jour comme sur un parc informatique. Donc il faut qu'on travaille sur les véhicules eux-mêmes pour avoir des capacités de mise à jour, simplifiées. Et il faut aussi qu'on travaille beaucoup sur le processus. Par exemple, si on a une vulnérabilité sur un véhicule, on se dit il faut la corriger. On se dit ok, on a 2 semaines, on produit un patch pour le véhicule. On fait quoi après ? Concrètement, déjà, les véhicules ils sont sur le terrain. Est-ce qu'on les rappelle ? Comment on arrive à les faire des mises à jour ? Est-ce qu'on repasse par nos opérationnels sur le terrain ? Mais en plus, ça entraîne une modification du numérique embarqué. Alors, je ne reviendrai pas sur tous les exemples de mises à jour IT qui finalement ont entraîné des effets de bord un peu compliqués. Donc il y a toujours une petite frilosité à est-ce qu'on applique ou pas le patch. Alors évidemment, même s'il y a des phases de test, même s'il y a, il peut y avoir des effets de bord. Qui prend la responsabilité d'appliquer la mise à jour ? Quel processus de qualification ? Aujourd'hui, on a des process qui sont très longs, parce qu'on veut être très sûr. Et donc, il faut que là, on arrive à mettre en place une organisation un peu plus rapide. Donc ça veut dire à la fois, on a dit des moyens pour faire les mises à jour, sur un parc un peu étendu, du process pour dire qui fait quoi, comment on fait les mises à jour, et puis après, peut-être qu'on a aussi à réfléchir sur la jonction des deux, sur le moyen et le process, des architectures où elles seraient suffisamment segmentées, c'est un peu le principe des voitures, pour pouvoir faire des mises à jour, on va dire, sur des morceaux, et on ne requalifierait que certains bouts. Voilà. Bon, mais tout ça, c'est encore à inventer, on est en train d'y travailler. Alors, quel rôle peut jouer l'écosystème cyber pour avoir un cycle court de réaction face à la menace, justement ? Alors, on l'a dit, la cyber, c'est du bout en bout. Les vulnérabilités exploitées ne seront pas forcément celles présentes à un instant T sur un véhicule, mais ça peut être très très en amont sur le cycle de développement. L'exemple, c'est SolarWinds, où c'est un fournisseur qui s'est fait taper pour pouvoir ensuite venir rentrer dans les entreprises. Donc du billard à 3 bandes, du temps et pour rentrer dedans. Et donc c'est là où l'écosystème cyber a tout son rôle à jouer, c'est qu'on a vraiment besoin de renforcer tout l'amont. Ils vont prendre le temps, les attaquants, s'ils pénètrent la bulle Scorpion en 5 ans, ça leur ira pour eux. Ouais. C'est pas de l'immédiat, ils veulent être présents, ils veulent être en capacité de faire quelque chose. Et donc c'est là où on a besoin, nous, d'être très vigilants, puisque eux ils prendront beaucoup de temps, ils seront très discrets, nous on a besoin d'être très vigilants et d'avoir des capacités de correction rapide, parce que là les fameuses 72 heures on laisse, ils peuvent rentrer. Comment on fait pour corriger ? Parfois on peut pas. Donc comment on fait pour détecter ? Comment on fait pour détecter ce qui n'est pas adossé forcément à une vulnérabilité ? Un défaut de conf, un 0-day, tout ce qui est on parlait sur les véhicules tout au début du comment on fait pour un peu se protéger de ce qu'on ne connaît pas encore. Ouais. C'est là aujourd'hui l'écosystème cyber, il ne doit pas nous protéger de ce qui est connu. Ouais, c'est ça. Il doit nous aider. On parlait de performance un peu capacitaire, voilà. Comment on fait aujourd'hui, avoir les outils, avoir les moyens, on les adapte pour réussir à y répondre. Oui, alors effectivement, je pense que là, comme le disait Benoît, le cycle court c'est essentiel pour pouvoir réagir à des menaces en évolution constante.
Et moi, je verrais ça sur un triptyque outillage, un outillage efficace, formation des équipes, hein, parce qu'il faut que les équipes soient entraînées, formées pour pouvoir réagir avec les outillages. Et enfin, anticipation, reconnaissance, hein, pour être présent avant la menace et avoir anticipé les types de menaces, qu'elles soient déjà connues ou inconnues, de type 0D ou même de vulnérabilité identifiée. Et ça, c'est un gros travail d'anticipation. J'avais une petite question subsidiaire sur ce point. On parle beaucoup de cyberguerre en ce moment. Est-ce que c'est possible d'avoir une menace cyber sous forme d'espionnage qui va du coup s'infiltrer dans des outils ou dans des machines en sous-marin sans qu'on le détecte, et puis qui va du coup prendre de l'information et puis, voilà. On l'a dit un peu au début, c'est quoi la cyber dans les systèmes d'armes au sens large, donc la protection de l'écosystème numérique. Et effectivement, aujourd'hui, il y a une menace qui est bien identifiée, c'est le ransomware. Tout le monde en a parlé, on met des protections contre. Et l'ANSSI l'a sorti dans son dernier rapport d'activité. Il y a toute une grosse menace qui est encore ignorée, mais qui existe, qui concerne justement l'espionnage, le piégeage. On parlait d'attaques à bas bruit et discrètes. Malheureusement, oui, c'est possible aujourd'hui d'imaginer une volonté de s'intégrer dans le réseau local à des fins d'espionnage, d'atteinte à la confidentialité des données, des contrats, du savoir-faire, et même, par rebond, à du piégeage, soit de l'entreprise elle-même, hein, si à un instant donné on a envie qu'elle s'arrête, soit des produits in fine, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors concrètement, quels sont les outils cyber nécessaires pour atteindre l'effet terminal recherché ? Alors, on l'a dit, effet terminal recherché en termes de cyber, c'est plutôt que le véhicule il fonctionne. Ouais. On ait confiance, surtout les points DICT, la confiance et tout ça. Et on a dit, pour y arriver à cette confiance, il y a deux grandes fonctions cyber. C'est à la fois la robustesse passive, c'est-à-dire qu'il faut un système qui soit bien fait, bien codé, bien monté, et qu'on maintienne cette robustesse dans le temps, donc c'est-à-dire qu'on fasse les mises à jour, en gros, le fameux MCS. Ça, c'est toute la partie un peu passive. Et par-dessus, on s'aperçoit que c'est pas suffisant. Hein, si on se disait notre IT aujourd'hui il est robuste parce qu'il est bien fait, ça marcherait pas. On rajoute des couches. C'est toutes les défenses actives. Et ces défenses actives, on peut les décliner en trois catégories. C'est tout ce qui est de la protection. Donc la protection, c'est de l'authentification, du chiffrement, du contrôle d'intégrité. C'est des choses qui ne servent à rien dans un véhicule, ou même dans l'absolu, tant qu'il n'y a pas un contexte d'emploi particulier avec une menace en face. C'est un peu comme le blindage. Le blindage, ça ne sert à rien tant qu'on ne vous tire pas dessus. Oui, c'est ça. Voilà. Donc la protection, qui ne rajoute pas de fonctionnalité, mais qui renforce le fonctionnement actuel. La détection. Aujourd'hui, nos véhicules sont hyper résilients. En gros, s'il se passe quelque chose de pas bien sur un écran, qui ne fonctionne plus bien, on est capable de réafficher les fonctions ailleurs. Sur un Jaguar, on a plus d'une vingtaine de façons de tirer, parce qu'on est hyper résilient, et ça va jusqu'à tirer avec une cordelette à la fin, quoi. C'est vraiment hyper résilient. C'est hyper résilient si on sait que quelque chose ne va pas. Donc si on est au-delà de la protection, on a l'aspect détection. Il est en train de se passer quelque chose, on a besoin de réagir. Et ça, c'est le troisième volet, c'est la fameuse réaction. Et donc c'est quoi les outils nécessaires pour atteindre la performance cyber aujourd'hui ? Protection, détection et réaction sur tout l'écosystème IT, évidemment. Et certainement, puisqu'on est en train de faire le travail de transposition de tout ce qui existe dans l'univers numérique, qu'on voit sur l'univers numérique des systèmes d'armes, on aura à décliner ces éléments. Et ces éléments, donc on a parlé de robustesse passive à maintenir dans le temps, de défense active, protection, détection, réaction, elles-mêmes doivent être maintenues dans le temps. Dans le sens où l'antivirus d'il y a 5 ans ne fonctionne plus aujourd'hui. On met de l'EDR, on met des solutions plus modernes, du NDR, du XDR. Donc on a besoin d'une certaine évolution des solutions. La solution d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain. Le demain étant sur l'ensemble du cycle de vie du produit, du véhicule.
Voilà. Et donc la solution, il y a celle d'aujourd'hui et surtout la capacité à prévoir celle de demain. Ouais, c'est ça. Et en fait, je pense qu'on peut aussi souligner l'importance des... Enfin, c'est ce que disait Benoît avec le NDR et l'XDR, mais ça met en lumière l'importance des capteurs, en fait, dans l'écosystème. C'est-à-dire que il faut que les capteurs qui permettent de remonter les informations sur les systèmes, les réseaux, les applications, soient des capteurs fins, qu'eux-mêmes ne soient pas piégés ou leurrés. Donc les capteurs ont besoin d'avoir aussi une robustesse native qui permettent effectivement d'avoir ce niveau de contrôle très haut sur la cybersécurité des systèmes et des SI à surveiller et à protéger. Tout à fait. Plus de numérique, c'est plus de fonctionnalités, mais c'est potentiellement plus de fragilité. Et c'est toujours un petit équilibre entre les deux et surtout une façon de le faire de façon un peu intelligente. On aimerait faire toujours plein de numérique un peu rapide avec des nouvelles fonctionnalités. Il faut toujours prendre le temps un peu de réfléchir. Alors, lorsqu'on regarde plus précisément les activités du groupe Nexter, on constate que vos matériels sont utilisés par plus de 100 armées dans le monde. Où en est-on sur l'appréciation de la menace cyber au niveau international ? Alors, c'est une très bonne question. Honnêtement, sur la menace cyber, on va dire IT, elle est perçue par tous les clients. On a maintenant des exigences de chaque pays, alors en plus chacun avec son propre référentiel, qui demande la même chose à la fin, mais il faut traduire les exigences, c'est les mêmes exigences de protection. On doit être conforme à des réglementations pour chaque pays. Donc on voit un très fort niveau de maturité ou d'exigence cyber par tous les clients. Ouais. Bon, après c'est vrai aussi par tous les assureurs, c'est vrai aussi par nos partenaires français, tout le monde maintenant arrive avec ses exigences cyber. Donc on voit que le sujet a été porté au plus haut niveau et typiquement côté US, ils ont tous les fournisseurs du ministère de la Défense US ont des obligations réglementaires qui doivent propager sur tous leurs fournisseurs. Donc cette notion de sécurité de tout l'écosystème numérique, il est bien compris. Sur la cyber embarquée, c'est en train d'arriver. D'accord. Mais on est plutôt en avance sur le sujet en France. Et on est en train de le définir, on est en train de l'inventer, enfin de le créer, tout ce sujet. Mais ça foisonne, mais c'est pas encore en train de... comment dire, on l'a vu, la complexité de rédiger un contrat qui va dire la cyber de demain, la vulnérabilité de demain, on ne sait pas laquelle ça sera, on ne sait pas comment on va la corriger, on ne sait pas ce que ça va impliquer. Donc finalement, il faut juste que vous ayez des capacités, des hommes, des moyens pour y répondre. C'est très compliqué à écrire dans un contrat. Une conformité technique, c'est simple, il faut que ça soit à jour, à un instant T, voilà. Ouais. Et donc, au-delà de ce qu'on devrait faire technologiquement, réussir à le formaliser à un niveau national, on a beaucoup de mal, et c'est la même chose au niveau international. Comment dire dans le temps, protégez-moi. Ouais, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des enjeux de sécurisation particuliers liés au milieu sensible qu'est le milieu militaire, et plus particulièrement celui des forces terrestres ? Alors effectivement, il y a, on a parlé un peu, toujours, la menace, à la fois la vulnérabilité, la volonté de nous attaquer, et puis l'impact. Oui. Ok, ça c'est vrai. Oui. Qu'est-ce qu'on voit ? Les vulnérabilités, ok, c'est les mêmes à peu près pour tout le monde, avec quelques spécificités chez nous. Mais l'impact, il est majeur pour notre avantage stratégique numérique, la collaboration numérique. Et la volonté, elle est majeure parce que forcément, on aura des ennemis un peu plus dotés de moyens, donc des États. Donc, un enjeu, un enjeu spécifique sur la sécurité est lié à cette appréciation de la menace qui fait que finalement, on a des exigences plus élevées, on va dire, que la moyenne. Pourquoi ? Parce que forcément, on a des adversaires plus élevés. Et après, on a des spécificités aussi un peu liées à nos produits sur l'implémentation de la cyber. Un véhicule, imaginez, je sais pas, le char Leclerc, c'est pas très gros. Enfin, c'est très gros vu de dehors, mais dedans, c'est pas gros. Et puis, ça vit en autonomie. C'est branché à rien, donc ça embarque sa propre énergie. Donc, on a des fortes contraintes d'énergie, de volume à l'intérieur. On ne peut pas embarquer une baie avec 3 U dans un Jaguar. Et on a un dernier point qui est plus méconnu, mais on a des sujets thermiques. Tous ces équipements qui chauffent beaucoup dans une boîte complètement fermée, on a un gros problème de dissipation thermique. Voilà. Donc on voit bien des sujets à la fois d'enjeux
qui seront partagés entre tous les industriels et des sujets de technologie qui seront plus propres à chaque industriel. Ce que je peux rajouter aussi, c'est qu'en tant qu'offreur de solutions, nous, chez Gatewatcher, on travaille avec le secteur de la défense, bancaire, énergie et autres. Et on voit bien que dans le secteur de la défense, il y a une finesse, une compréhension plus forte des enjeux de cyber, puisqu'on a en France une doctrine de défense et une doctrine offensive. Donc les clients dans le domaine militaire ont cette sensibilité de la connaissance offensive des menaces qui fait qu'ils savent encore mieux comment se défendre que les clients dans les autres secteurs. Et donc ça apporte, on va dire, plus de complexité et d'exigence aussi des clients qui sont dans ce domaine-là. Ouais, c'est vrai qu'en France, sans vouloir crier cocorico, on est quand même assez bon en cyber. On anticipe quand même, grâce à l'ANSSI, on a quand même une vision long terme cyber qui est assez appréciable et qui, du coup, colle bien avec les enjeux militaires, j'imagine. En tout cas en France. Et en fait, on a en France, on a une séparation très stricte de la défense avec l'ANSSI et des services de sécurité offensive qui sont confiés au ministère des Armées et qui, du coup, permettent de séparer bien les rôles et de renforcer cette coopération entre les deux. Et c'est ce qui, effectivement, augmente notre niveau de vigilance Tout à fait, effectivement, c'est la fameuse LID et LIO, donc la lutte informatique défensive, on essaye de se protéger. C'est ce dont on a parlé depuis le début, là. Et la LIO, c'est la lutte informatique offensive, c'est les attaques. Le fait de faire de la LIO montre que c'est possible. Vous savez, au début, je disais, entre celui qui dit « moi, la vraie menace, c'est le missile » et celui qui dit c'est hyper dangereux, il faut absolument tout verrouiller », c'est du ressenti, c'est de l'humain. Quand on fait une analyse de la menace, on veut toujours savoir, mais concrètement, c'est quoi aujourd'hui la vraie menace ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Est-ce que c'est quelqu'un dans un laboratoire qui a trouvé une preuve de concept sur un équipement ? Ou est-ce qu'il y a une vraie menace opérationnelle ? Et le fait d'avoir des gens qui travaillent en LIO, ça montre que oui, il est possible, dans certains cas, de faire des attaques. Et donc de concrétiser cette espèce de menace. Ouais, c'est intéressant. Alors, dernière question, vous évoquiez la notion de collectif tout à l'heure. Comment est-ce qu'on travaille conjointement au sein de la BITD sur des questions de cybersécurité, alors qu'il y a quand même une forte concurrence entre les acteurs? C'est cette notion d'écosystème, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, il y a 3 volets, en gros. Il y a le premier volet, alors, qui a été assez organisé par cette fameuse convention cyber. Avant, on discutait, mais c'était peut-être pas très coordonné. Et là, grâce à la convention, on a mieux travaillé ensemble. Et sur ces 3 volets, on a le premier est très opérationnel, se protéger. On a parlé de la menace, IT, donc tout l'écosystème de développement. Comment on se protège ? Donc on partage les bonnes pratiques, les outils, les approches. On partage des marqueurs d'attaque. On a essayé de nous attaquer de telle façon, on partage cette information. Mais au-delà même de partager l'information, de le dire, on a même interconnecté des outils, donc des serveurs MISP, pour que, en temps réel, quasi réel, on ait tous la même connaissance des attaques en cours, ou des marqueurs. Voilà. Et on les partage ensemble, avec l'ANSSI, on les partage, voilà. Donc on a une vraie collaboration opérationnelle dans la défense. Ensuite, on a parlé process de mise à jour, exigences contractuelles. Là aussi, on a un gros travail d'harmonisation des exigences. Aujourd'hui, les exigences sont portées beaucoup par programme, même pas par industriel ou par milieu, c'est par programme. Et il y a des exigences qui sont très standardisées, qu'on retrouve un peu partout, qui sont un peu normalisées, et puis il y avait la cyber, où en gros, c'était jamais la même chose. Et donc tout le travail collaboratif avec les industriels porte sur la normalisation de ces exigences, sur leur compréhension, sur leur capacité d'application, et surtout les process, comment on fait les fameuses MCS rapides, comment on fait, voilà. Là-dessus, on est en train tous de travailler ensemble. Et le dernier volet, c'est finalement l'enjeu un peu concurrentiel sur l'implémentation de la cyber. C'est pas un vrai sujet aujourd'hui. Pourquoi ? On en a parlé. On a dit le véhicule, il a un espace limité en thermique, en énergie, voilà. Clairement, sur un gros bateau, ils ont un data center et plus ou moins de l'énergie à profusion, et alors que sur un missile, c'est pire que nous. Donc on voit bien que ça ne sera jamais les mêmes solutions qu'on va implémenter. On aura les mêmes process
pour réaliser, pour les faire qualifier par le client, mais ça ne sera pas la même solution implémentée in fine. Et dans l'écosystème purement cyber, Jacques, est-ce qu'on peut dire qu'on joue vraiment collectif aujourd'hui ? Oui, évidemment. Il y a de nombreuses initiatives qui permettent de résoudre les enjeux cités par Benoît. On peut parler notamment de OpenXDR Platform, dont Gatewatcher est un des membres actifs, et qui permet justement de répondre à ces enjeux d'automatisation, d'anticipation et de réaction à la menace cyber. Également Exatrust, qui travaille activement pour renforcer l'écosystème et de faire en sorte que tous les acteurs de la commande publique soutiennent par de la commande vraiment active l'écosystème cyber français. Et c'est en faisant de l'expérimentation, de l'usage, de l'implémentation qu'on arrive à répondre aux enjeux d'innovation dans ce domaine-là. Eh bien, merci à tous les deux pour cette discussion passionnante. Merci à vous qui nous avez écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à suivre notre actualité sur les pages LinkedIn et Twitter de Gatewatcher. Pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. À très vite dans l'œil de la cyber.